Aujourd'hui, dans Entre deux flèches, on va parler application smartphone, changement de saison et Jeux Olympiques. Épisode 7, saison 3, et c'est parti! Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Pour beaucoup d'entre vous, la saison sale est terminée. Le nombre de concours à l'extérieur va croître comme le nombre d'heures au soleil. Pour m'accompagner dans cette émission, il rentre tout juste de Vendée. Il a encore gagné une médaille dans un championnat de France, et c'est que la seconde fois. Il n'a pas encore arrosé sa médaille, mais il va présenter cette émission. Salut Nico. Salut Mathieu, comment ça va? Ça va et toi? Eh ben, on se remet doucement de ce trajet en Vendée, mais c'était quand même super chouette, donc ça va. Pour nous accompagner aussi dans cette émission, elle a plus de casquettes différentes dans le monde du tir à l'arc que moi j'en ai sur le mur de mon entrée, et je peux dire que j'en ai beaucoup. Salut Stéphanie, comment ça va? Salut Nico, ça va et toi? Bah, ça va bien. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir? Je vais vous parler de préparer la saison extérieure, mais tout en restant dans la salle, puisqu'on est en phase transitoire. Du coup, il a trop d'idées et de projets pour faire tenir tout ça dans une journée de 24 heures et encore moins dans une semaine de 7 jours. Il voudrait être comme son chat, avoir 9 vies pour avoir le temps de tout faire. Une fois n'est pas coutume, il ne présentera pas cette émission ce soir. Bonsoir Mathieu, comment ça va? Salut Stéphanie. Ça va? Qu'est-ce que tu vas nous raconter de beau ce soir? Eh ben, je vais parler JO, parce qu'on arrive à Paris bientôt. Et je vais vous ouvrir le courrier des archers pour notre invité. Merci. Alors du coup, justement, notre invité de ce soir, alors son nom ou son visage vous disent peut-être rien. Et pourtant, il écume les pas de tir de France en compétition et à l'entraînement depuis quelques années maintenant. Dans votre poche, c'est le créateur de l'application de tir à l'arc Cap Target, Monsieur Anatole Coinon. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, petite info ce soir, donc je rappelle, on en a beaucoup rigolé dans l'émission du mois dernier. Mais cette émission n'est absolument ni sponsorisée par notre invité, donc ce n'est absolument pas de la publicité, ni par personne d'autre d'ailleurs. Voilà. Si par contre des gens veulent être mécènes et nous aider à développer cette émission en dotation et en aide, toute proposition sera la bienvenue. Alors, je t'ai pas prévenu Nico, Vas-y. mais on fait encore gagner un abonnement à Tir à l'Arc Magazine. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, j'avais oublié. Donc, vous participez dans le compte Instagram, vous vous abonnez, un like sur la publication, et puis vous invitez 2-3 copains dans la publication. Voilà. Et après on tire au sort. C'est ça. Et on annoncera le nom lors de la prochaine émission au mois d'avril. Allez, ça marche. Alors, on va attaquer. On va commencer par faire un petit peu connaissance avec toi. Anatole, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ce que tu fais dans la vie, pro, perso, sportif? Voilà, la parole est à toi. Oui, bien sûr. Et du coup, je m'appelle Anatole Coinon, c'est moi le fondateur de l'application mobile Cap Target Archery. Je fais du tir à l'arc, c'est ma 12e licence maintenant, en classique. Salle et extérieur à 70 mètres. Je fais pas trop les autres disciplines, j'ai jamais essayé. Et donc mon métier, c'est d'être développeur d'applications mobiles et surtout de Cap Target. D'accord. C'est ton métier. Tu as fini tes études et maintenant c'est ton métier. Ouais, c'est ça. J'ai fini mes études il y a un peu plus d'un an maintenant. Et du coup, je me suis lancé à temps plein sur Cap Target. D'accord. Ok. Est-ce que tu as des projets pro autres que ta Cap Target à côté ou des projets sportifs, peut-être? Sportif avec le tir à l'arc, ouais, toujours un petit peu quand même.
Et puis après, je travaille aussi pour la fédération de tir à l'arc. Donc c'est complètement dissocié de Cap Target, mais je fais des petits projets pour eux, des sites, des applications mobiles quand ils ont besoin. Par exemple, l'événement Partage tes flèches ou des petites choses comme ça. D'accord. Dans la partie développement et la partie informatique, du coup. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. Est-ce que mes comparses ont des questions à poser? Pas pour le moment. Moi, j'en aurais, mais c'est... Enfin, si, moi, j'ai une question. Une question à toi, Mathieu, hein, pas une question que quelqu'un d'autre peut poser. Hein. Non, mais justement, en fait, je voulais faire la blague dans le courrier des lecteurs en disant le petit Mathieu de Lyon, il a une question. D'accord. Mais je vais la poser maintenant, ce que tu proposes. Bah oui, tant qu'à faire. Alors, Anatole, as-tu prévu d'intégrer les disciplines FFTL? Alors pourquoi pas un jour? Aujourd'hui, c'est pas dans le planning de Cap Target. Entre autres parce que moi, je connais vraiment pas beaucoup cette discipline. Et donc, ma valeur ajoutée de bien connaître la discipline et d'être passionné, du coup, elle est moindre. Donc, il y aura sans doute des petites choses de faites dans un moment, mais ce ne sera pas du tout une priorité pour nous. Ok. Parce que même pour le coup, aujourd'hui, dans l'application, c'est des disciplines FFTA, mais c'est que la salle et le tir extérieur. Où il y a d'autres disciplines sont que j'ai ratées. aussi prises en compte. Toutes les disciplines de la FFTA, sauf le run archery. Mais par contre, elles sont moins développées que la salle et l'extérieur. Mais tu as prévu de développer ces disciplines? Alors, elles y sont déjà, celles de la FFTA. Par contre, la FFTL n'y sont pas encore. Non, parce que le parcours, le 3D, etc., est-ce que tu as encore prévu d'améliorer le truc? Parce que tu disais que la salle et le TAE sont bien développés. Est-ce que tu as encore des idées pour faire avancer la partie parcours, le morceau, enfin je sais pas? Alors ouais, quand même, l'idée c'est un petit peu de les améliorer par la suite. Moi, comme c'est pas une discipline que je pratique, je sais pas trop où m'en sortir. Par contre, il y a pas mal d'utilisateurs qui font des remontées. Et donc, on commence à avoir une vision qui s'éclaircit un peu de comment le module campagne, par exemple, va pouvoir évoluer. Et pourquoi pas après les autres disciplines aussi. Pourquoi tu travailles pas en partenariat avec un entraîneur ou un archer dont la spécialité pourrait être le parcours de campagne pour t'aider à développer ces parties-là, justement? Alors, c'est pas un partenariat qui est officiel, on va dire, mais par contre, il y a des entraîneurs, il y a des archers qui aident beaucoup là-dessus, qui remontent plein d'idées, plein de besoins, etc. Donc ça, c'est très utile, bien sûr. Okay. Je te ferai un mail avec des idées. J'en ai plein. Ah super. Ouais, n'hésitez pas, hein, franchement. Les idées, les retours, même les bugs que vous pouvez rencontrer, n'hésitez pas à les remonter. Si je commence à faire les idées là, on fait une émission de 3 heures et ça va pas être bon. Bon, c'est pas l'idée. Alors, pour continuer là-dessus, je vais m'adresser peut-être un petit peu plus à tout le monde, mais aussi forcément à Anatole. Avec l'arrivée de Cap Target, et puis aussi plus récemment dans le domaine du matériel, l'arrivée de la marque d'accessoires d'arc Woodjack, j'ai l'impression qu'il y a pas mal là, ces dernières années, mais c'est très très proche, qu'il y a pas mal de Français qui essayent de se lancer dans des gros projets de tir à l'arc, voilà, vraiment des choses très très concrètes et très très importantes. C'est un sacré investissement, je pense, une application, des marques d'accessoires aussi. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Moi, je trouve ça plutôt encourageant, plutôt sympa d'avoir des Français qui se lancent là-dedans, dans un marché qui est assez dominé par ou les Asiatiques ou les Américains. Et voilà, je sais pas si vous aviez noté une tendance comme ça un petit peu. Alors moi j'ai une question. Woodjack, c'est quoi? Woodjack, on en a parlé dans des émissions précédentes. C'est une marque française qui a été créée par des archers de Briennon, si ma mémoire est bonne. Notamment, c'est des accessoires pour l'instant d'art classique. Ils ont sorti des pointes tungstène, des masses tungstène et notamment des bergers Button. Et ils ont déposé un brevet d'un berger Button de réglage qui n'existait pas,
où tu peux régler la sortie du berger button de façon très très précise, sans avoir avec une molette à cran, sans avoir à défaire ton berger button en fait. Ok, j'avais oublié. Pas de souci. Et puis je suis sûr qu'il y en a des auditeurs qui ne savaient pas. Voilà. Et ben c'est très bien. Mais du coup, votre avis sur la question, sur ces petits Français qui montent dans le domaine du tir à l'arc? Moi, je trouve ça très bien. C'est super intéressant. Encore une fois, on montre qu'on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et ça fait avancer le tir à l'arc. Enfin, nous, on a lancé Entre deux flèches. Il y a Tir à l'arc magazine. Il y a, au niveau français, en fait, il y a plein de choses qui se lancent. Et puis, on a des bonnes marques. Arc System, UK, ont fait leurs preuves. Donc, non, il faut continuer comme ça. Là où moi je trouve que c'est intéressant, c'est que c'est des gens qui sont accessibles, qu'on peut croiser sur un pas de tir, qu'on peut avoir dans cette émission et qui répondent présents et à qui on peut poser des questions, on peut discuter, on peut émettre des hypothèses, des idées, et après elles aboutissent ou pas. En tout cas, c'est des gens qui sont proches de nous et avec qui on va pouvoir travailler. Pas forcément le cas des grandes marques à qui on peut éventuellement envoyer des mails, mais on n'a pas forcément toujours la réponse, on va pas forcément pouvoir travailler de la même manière ensemble. Donc je trouve ça plutôt chouette. Complètement, et ça fait rayonner le tir à l'arc en France et à l'au-delà, donc forcément c'est tout bénéfique pour nous. J'ai une question pour Anatole à ce sujet-là. Est-ce que toi tu passes des partenariats, ou est-ce que c'est prévu, de pouvoir rentrer son matériel justement dans l'application et que tu puisses, j'ai envie de dire, sortir des statistiques de combien d'archers tirent des ACE, des X10 ou sur telle ou telle compétition? Ça pourrait être super intéressant. Aujourd'hui, je ne suis pas encore dans une phase comme ça d'exploitation des données. L'idée, c'est plus d'ajouter des nouvelles fonctionnalités pour compléter l'application et puis la version coach. Mais à terme, ouais, ça serait bien. Ça permettrait de faire des choses sans doute très intéressantes et puis même d'utiliser ces statistiques pour orienter un peu. Toi, Mathieu, tu cherches à savoir qu'est-ce qu'il faut que tu achètes comme matériel pour faire des points, en fait. Il faudrait déjà que je tire. Non, je pensais qui est la route dans quelque part sur une montagne de poussière. C'est pas vrai. Il est accessible. Et non, c'était plus par rapport au travail de MZ Archery, qui avait fait des statistiques au JO par rapport au matos ou par rapport aux différents trucs. Et je me dis que ça peut être super intéressant de voir si, j'ai envie de dire, en Bretagne, où il y a une archerie un petit peu toute seule, est-ce qu'elle favorise certaines marques, ou au contraire, si c'est super uniforme sur le territoire. Ça peut être intéressant d'avoir justement par région ou sur des rayons géographiques, à savoir si telle archerie favorise une marque ou chose comme ça, ou au contraire au niveau national si c'est super uniforme, mais surtout aider les coachs à leur dire que c'est pas parce que tu as le même matos que ton champion que tu vas faire des points, et que c'est pas l'arc qui fait des points. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Et puis après, oui, ça peut être intéressant de dire aux fabricants, regardez, il y a 10 000 archers qui tirent avec des ACE et machin, et voilà. Mais bon, faut bosser avec la CNIL, ça va être compliqué d'anonymiser tout ça. Oui, c'est ça. Est-ce que là, du coup, on rentre pas dans une utilisation commerciale de données qui pourrait être réutilisée par d'autres? C'est peut-être pas super foufou comme. Après, c'est pas obligé d'être commercial. Des statistiques, par exemple, sur les différentes marques, c'est pas forcément en partenariat avec les marques, justement. Ça peut être plus à titre d'information pour faire un état de l'art un petit peu du matériel. Et ça peut bien sûr être anonymisé pour pas ressortir les noms, prénoms et tout ce qui peut identifier. Après, ça peut être marrant de sortir des jolies infographies sur la France et les marques prédominantes sur les flèches, sur les poignées, pour voir un peu mettre des tendances. Juste comme ça peut être rigolo. Mais après, je sais pas si ça peut avoir une vraie utilité pour le coach, par exemple, comme tu disais Mathieu, de dire c'est pas parce que tu as le même matériel que Bidule qui est triple médaillé, il a pas besoin forcément d'avoir ces stats-là pour le dire, quoi. Oui, mais c'est l'argument, en fait. De dire,
un tel, un tel et un tel, ils ont fait 5,99 en salle. Bah, t'as beau avoir le même matos, enfin, ils ont pas tous le même matos et ils y arrivent pourtant, quoi. Mmh. Mmh. Voilà. Après, il me semble que c'est une information qui est plutôt un peu mieux gérée dans le milieu du tir à l'arc, que c'est pas le matos qui fait c'est l'archer. Il aide, il fait partie d'un des facteurs de la perf, mais il n'est pas magique non plus. Normalement, c'est assez. Pour moi, ça fait un moment que j'ai pas été confrontée à quelqu'un qui me dit j'ai un super arc, je devrais faire des points. J'ai un super arc, je devrais faire des points. T'as un super arc, tu devrais tirer à l'arc. J'en ai 2. Alors, t'as de la chance qu'il y a un écran entre toi et moi, sinon je t'aurais pris un coup de panda. Ça fait mal le panda. Hein. Moi, j'avais une question pour Anatole, je ne sais pas dans quelle mesure elle est. Moi, je me pose la question, est-ce que tu as des statistiques sur le type d'archers qui ont téléchargé ton application? C'est plutôt des compétiteurs, plutôt des gens qui juste rentrent leurs entraînements, tu sais pas ça? T'as pas d'idée? Bon, il y a un petit peu de tout. Aujourd'hui, c'est pas, comme je te disais, c'est pas des stats que je vais aller regarder précisément pour en sortir des jolis graphes. Donc, j'ai pas d'idée précise, mais je sais qu'il y a un petit peu tout. Il y en a qui sont vraiment en loisir, débutants. D'accord. Il y en a qui sont des compétiteurs à très très bon niveau. Enfin, il y a un peu tout le panel. Ok. C'est plutôt sympa ça, parce que moi j'aurais plutôt pensé que ce serait principalement des compétiteurs ou des gens qui passaient beaucoup de temps à l'entraînement avec l'entraîneur. Donc c'est chouette qu'il y ait un peu tous les panels qui utilisent l'application. Ouais, complètement. Bah, c'est plutôt adapté aussi sur des débutants qui commencent, par exemple. Ça peut les aider à guider un petit peu leurs entraînements, à avoir un lien avec les autres. Par exemple, des archers qui s'entraînent un peu tout seuls, bah, c'est quand même pas très drôle, donc ça peut aider à garder un peu le lien, et là-dessus, c'est pas mal. Donc, effectivement, c'est bien adapté pour tout le monde. Ok. Alors, j'en profite justement parce en fait, on est en train de digresser sur l'application, mais en fait, on n'a pas présenté l'application CapTarget. Donc, en fait, C'est vrai. peut-être que beaucoup des auditeurs qui écoutent le podcast ne connaissent peut-être pas l'application CapTarget. Donc, le petit pitch de l'application, c'est que c'est une application d'aide à l'entraînement, de suivi d'analyse et de performance des utilisateurs. Est-ce que j'ai bon? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. L'idée, c'est d'aider les archers à progresser tout en s'amusant. D'accord. Et comment? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne ton application, justement? Bien sûr. Donc, d'un côté, il y a les archers qui vont être guidés, vont pouvoir avoir des exercices, vont pouvoir rentrer leurs tirs comptés, leurs statistiques. Ils vont avoir une analyse de ça pour identifier un peu leurs points forts, leurs points faibles, essayer de comprendre un peu leur pic de performance, leurs tirs, comment ça se passe. Et l'idée, c'est que le coach va pouvoir avoir accès à ces données. Donc, va pouvoir suivre ces archers et pareil, voir leurs statistiques. Alors, lui, il aura une version un peu plus complète avec plus de graphiques, etc., qui va lui permettre une meilleure analyse du tir et du coup de pouvoir les aider à progresser. Eh bien, du coup, on va passer maintenant à Mathieu qui va nous ouvrir le courrier des archers. Mathieu, c'est à toi. Alors, il y a Maxime qui te demande, est-ce que tu t'attendais à ce que ce projet ne prenne autant d'ampleur et au point de s'ouvrir à l'international? Alors, Ouais, comme d'habitude, il dit merci, il est content de machin, enfin voilà. génial, bah, merci Maxime. Au tout début, non, puisque quand mon entraîneur m'a donné l'idée de faire cette application, j'imaginais plutôt un petit truc en parallèle de mes études pour m'amuser un peu et puis aider la communauté des archers. Et puis après, quand par contre j'ai décidé de me lancer à temps plein dedans, là oui, j'imaginais effectivement que les différentes étapes et dont la sortie à l'international. Mais je suis plutôt assez content de l'ampleur que ça a pris, notamment en France, où maintenant c'est peut-être un peu présomptueux de dire ça, mais c'est une des grandes références quand même d'application pour le tir à l'arc. Et à l'international, ça commence tout juste à prendre, mais j'ai bon espoir et je pense que ça va continuer dans le bon sens. Ouais. Alors, petite question de Mathieu, de Lyon. Quand tu dis international, c'est Suisse, Belgique, Québec ou c'est des pays non anglophones? Alors c'est ouvert à tous les pays là sur les stores. Par contre, il y a certains pays comme la Chine, où ils sont très nombreux au tir à l'arc,
Et eux, ils n'ont pas accès à nos stores comme on a en France. Donc là, pour eux, c'est pas facile d'accès encore. D'accord. Quand tu auras vendu des abonnements en Corée, est-ce que tu peux ramener les secrets? Ah bah ouais, ça risque de pas être très bien apprécié du coup, je pense. Dernière question de Nicolas. Ah, passe Toujours pas Nicolas, moi. là, un autre. Non, Non, cherche pas pas. celui-là. Ah Cherche bon, pas. voilà. Est-ce que tu peux créer la catégorie 18 mètres extérieur? Alors, c'est pas pour nos amis des dom-toms qui font leurs 18 mètres dehors, mais de temps en temps, les gens s'entraînent en fait à l'extérieur, dont Nicolas. Et il veut garder le côté extérieur, mais comme il s'entraîne sur un blason salle, à une distance de salle, il veut pouvoir jongler entre les deux. J'ai Bah, résumé sa question. ok, bah, je suis pas sûr de bien comprendre ce qu'il veut précisément, mais sinon, oui, il faut créer une séance extérieure et mettre 18 mètres. Ouais, mais alors, c'est ce qu'il dit. Il fait une estimation sur 730, enfin sur 720. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'est effectivement la projection du score va être sur 720 en extérieur. Oui, après, ça pourrait être paramétré. Oui, oui, je pourrais voir ça, je vais me le noter. Voilà. Ok. Et ben je lui transmets. Merci pour la proposition. Voilà. Est-ce que du coup, pour aller un peu dans ce sens-là, j'avais pensé, est-ce que ça serait pas intéressant de mettre plutôt le côté intérieur ou extérieur comme des conditions de tir? Mhm. Comme par exemple, est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a du vent? Je sais pas s'il y a des paramètres pour mettre de la pluie, par exemple. Ouais, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on est dedans ou dehors? Et puis après, on choisit un peu juste la discipline. Est-ce qu'on fait du tir 18 mètres, du tir du TAE, classique, poulie? Est-ce que ça serait pas ou est-ce que c'est envisagé déjà de fonctionner plutôt comme ça ou... Alors, plus ou moins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit quand même quand on crée une séance intérieure ou Mmh. extérieure. Euh, ça fait partie intégrante de la création d'une séance. Après, ça n'empêche pas de pouvoir faire après toutes les autres disciplines qu'on veut. Et effectivement, si la projection passe bien sur 600, par exemple, même si on tire en extérieur, bah, je pense que ça solutionne un peu les différents problèmes. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'ai un complément à la question de Nico de Lyon. En campagne ou en 3D et nature, est-ce que tu as prévu d'indiquer justement si la cible elle est en montée, en pente ou choses comme ça? Bah, ça serait plutôt dans les modules des autres disciplines un peu plus évoluées, où effectivement, bah, il y a plein de choses à récupérer, notamment la distance, la montée, la pente, essayer d'avoir un petit peu des tableaux, d'enregistrer tout ça. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font, pour l'instant un peu de briquet de broc, mais qui sont assez évoluées pour le campagne notamment. Et donc, essayer de récupérer tout ça, d'en faire quelque chose d'assez ergonomique, assez pratique, oui, ça serait assez cool, je pense. Et pour ça, il faut que je teste un peu le campagne avant, je pense. Je t'enverrai un tableau que mon entraîneur m'avait donné sur le campagne avec les distances estimées, la distance tirée, savoir si elle est en montée, si elle est en descente et les scores qu'on fait pour voir. Bah, avec plaisir, oui. Bah, Il y a tout un tas encore plus de sur petites choses à remplir. encore plus sur ces disciplines où moi, je connais un petit peu moins. Je sais qu'il y a déjà plusieurs archers qui m'ont proposé plein de tout ce que eux ils ont fait un petit peu dans leur coin pour que je puisse, en faire quelque chose de bien. Mais n'hésitez pas à les envoyer et ça nous permettra, nous, de faire quelque chose de, propre possible. Ça marche. Stéphanie voulait poser une question, je crois. Non, alors, je voulais demander à Mathieu le même tableau, parce que je suis quand même intéressée de voir ce tableau. Et après, moi, je voulais juste rebondir sur la notion de sélection des conditions atmosphériques d'extérieur en tant qu'entraîneur qui suit un marché et qui n'est pas présent sur son entraînement à ce moment-là. C'est hyper intéressant et hyper important parce que c'est ce qui va nous permettre en fait d'analyser le score s'il fait un tir compté par rapport aux conditions de vent. Et ça, je trouve ça plutôt bien. Et après, je me demandais si c'était possible, notamment sur la sélection du vent. Il y a plusieurs possibilités. Et j'avoue que je ne sais pas si c'est possible déjà. Toi, de mettre une note ou quelque chose qui permettrait quand même d'indiquer
que l'archer en pense par rapport au vent, tu vois, s'il connaît les rafales par exemple de vent qu'il y a pour qu'on ait une vraie, parce que des fois on peut se retrouver à entraîner quelqu'un qui est pas tout à fait au même endroit que nous et on va pas se rendre compte en fait de la réalité des conditions venteuses en rafale, ou pas en rafale, qui tournent pas. Et c'est super important pour nous pour analyser en fait après la manière dont il a tiré en fait. Je sais pas si j'ai été très Bien sûr. claire. Oui, bien sûr, c'est très clair. Effectivement, c'est des données qui sont importantes, qui sont accessibles. Donc, on a quatre Ouais, il y a possibilités, le ouais. vent, vert, rouge, noir, etc. Et donc, c'est utilisable après pour les coachs pour essayer de filtrer un peu les résultats, de savoir quels sont les scores par rapport aux différentes conditions venteuses, etc. Tout à fait. Alors, moi, quand il y a du vent en catégorie noire, je ne tire pas. Ouais, parfois on n'a pas le choix, malheureusement, mais Voilà, j'ai terminé le courrier des archers. Super, merci Mathieu. Est-ce que tu peux nous rappeler rappeler aux auditeurs comment est-ce qu'on fait pour poser une question? Alors, il y a en général, je pose la question sur Facebook, donc on Mmh. peut répondre. Après, je suis joignable très facilement sur Messenger ou Instagram. OK. Vous m'envoyez un DM et je réponds très rapidement. Un Et si DM? c'est pour un, un DM, c'est Discret Messenger. D'accord, un message Un quoi? message privé, quoi. OK. Donc, Pardon, je suis trop vieux. donc voilà. Et puis en général, j'essaie de faire interagir. Et quand c'est des questions pour notre invité, je pose à l'invité la question. OK. Et quand c'est une question pour un chroniqueur, je transmets la question au chroniqueur et on peut en discuter lors de l'émission suivante. Dac. Et vous pouvez Ça poser vos marche. questions dans les commentaires aussi. En fait, on peut poser des questions partout quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est bien comme ça. C'est pratique. On va continuer. Bon, on était toujours sur de l'échange avec, Anatole. J'avais quelques petites, questions sur la genèse de CapTarget. C'est, pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer, une application de, gestion sportive de tir à l'arc? Pourquoi est-ce que tu as eu envie de te mettre comme tu disais, à 100 dans ce projet à la sortie de tes études, en sachant qu'il y avait quand même déjà des applications, sur le marché qui étaient plutôt, bien installées? Il y avait, MyArchery, MyTarget, iArchery qui permettent de rentrer, des applications de gestion de score et de feuilles de marque. Il y avait aussi, je crois, une application de la World Archery qui s'appelle Head to Head, qui permettait de refaire des matchs qui avaient été déjà joués sur des manches de coupe du monde ou choses comme ça et de prendre la place d'un des 2 archers. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu avais en tête, en fait, en te disant, en lançant dans l'application, en disant, «Je vais tous les écraser» ou «Je vais faire un truc, je vais toutes les mettre ensemble et je vais faire un truc, encore mieux», c'était quoi l'idée de départ? Alors, ouais, tu l'as dit, il y a plein d'applications qui existent et qui font toutes quelque chose de très bien, mais quelque chose d'assez précis. Par Mmh. exemple, MyTarget, c'est l'application la plus simple, je pense, possible. Archery Stats, elle est super ergonomique, c'est super facile de s'y retrouver. Enfin, voilà, ils ont tous leurs petits avantages, mais elles sont toutes assez simples en fait. Et il y en a pas une qui est complète et qui regroupe tout. Et notamment la version coach, il n'y a pas grand-chose qui existe. Aujourd'hui, il y en a quelques-unes qui ont des petits modules, qui sont déjà pratiques, mais il y avait rien qui permette d'avoir tout au même endroit. Et j'ai trouvé ça dommage. Et donc l'idée, c'était de faire ça, de réunir un petit peu tout effectivement et de créer une solution pour le tir à l'arc, qui permette de faire tout ce que les autres, font, OK, presque, on va dire. presque. On Oui, parce pourra un jour s'inscrire sur les concours, gérer un concours via une application ou c'est pas le but? Alors, s'inscrire, ouais, ça serait super cool. On peut déjà aujourd'hui, ça pré-remplit un mail et donc ça permet de l'envoyer et c'est beaucoup plus rapide. Donc c'est déjà un premier pas, mais c'est pas encore suffisant. Après, il y a pas mal de petites applications, qui permettent de gérer les inscriptions. Donc je pense que je vais essayer de voir au fur et à mesure pour essayer de me lier un petit peu à elles et de faciliter l'inscription comme ça.
Après, pour toute la gestion du concours, faire ça sur cette application-là, ça serait sans doute un peu trop lourd. Ça serait, à mon sens, pas très adapté. Par contre, faire un projet qui permette de gérer tous les concours, ça serait quelque chose de génial que j'aimerais beaucoup, effectivement. Et T'aimerais qui être a un un autre. concurrent de YMCO, en fait. Ça serait un peu différent, je pense, parce que déjà, les INCO sont plutôt bien implantés. Ils gèrent des grosses compétitions avec toutes les tablettes qui sont fournies. Moi, je pense que je partirais plutôt sur une autre optique qui est de dire on peut utiliser son téléphone. Après, il faudrait que ce soit accepté par le règlement de la Fédé. Hein. Ça, c'est un peu plus compliqué, mais ça serait très pratique de pouvoir utiliser son téléphone et que toutes les petites compétitions puissent le faire pour un coût moindre, ce qui ne serait pas possible en utilisant INCO, par exemple. C'est clair. C'est bien ça comme projet. Ouais, enfin, on verra. Je ne sais pas si ça va être quelque chose qui va se faire, mais ce serait quelque chose qui serait assez génial. Ouais, c'est clair. D'accord. Oui, du coup, on l'a évoqué plusieurs fois sans vraiment l'expliquer. Tu en as parlé un petit peu. C'est la partie coach, qui est notamment effectivement une grosse spécificité de ton application par rapport aux autres. Donc, pour expliquer un petit peu à tout le monde, c'est que on peut s'inscrire à ton application en tant que coach. Et je crois maintenant via une espèce de code d'identification du coach, les archers peuvent demander à leur coach d'être suivi et du coup, sur le visuel du coach, il a chaque fiche des archers qui suit, c'est bien ça, hein? Ouais, exactement. En fait, le coach a accès à l'application mobile. Donc là, il voit les statistiques de chacun de ses archers. Et il a aussi accès à un site web. Là, l'écran est plus grand, donc ça me permet de mettre plus de choses sur l'écran. Donc il y a plus de statistiques, il y a plus de graphismes, plus d'analyses. L'idée, c'est de pouvoir les suivre vraiment dans leur entraînement, dans leur compétition, pouvoir les comparer, pouvoir leur proposer des exercices en temps réel, donc d'avoir les classements directement, analyser un peu les matchs. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment de faire tout un site qui leur permet d'avoir tous les éléments qui existent aujourd'hui et qui sont un peu de bric et broc. Est-ce que du coup, alors c'était une question d'après qui va concerner aussi Stéphanie. Est-ce que le risque, il n'est pas de contrarier potentiellement aussi un petit peu les coachs ou de rendre plus difficile le travail des coachs? Alors de deux manières. Soit parce que ça veut dire aussi beaucoup plus de travail pour les coachs sur le suivi et l'analyse des archers, en sachant que dans beaucoup, beaucoup d'endroits, les coachs en fait ne sont disponibles pour l'archer que sur les 2 heures de temps où il est payé par le club pour venir encadrer. Ou alors, à l'inverse, des archers qui se désintéressent complètement d'un travail avec un coach en disant non mais c'est bon, j'ai mon appli avec mes exercices qui me sont proposés, j'ai qu'à suivre et j'ai plus besoin d'un coach en fait. Alors, on verra ce que t'en dis, Stéphanie, ça pourrait être intéressant. Pour moi, c'est complètement l'inverse, en fait. C'est-à-dire que ça facilite vraiment le travail du coach en lui mettant sous le nez tout le suivi de ses archers, toutes les statistiques, en faisant ressortir les bonnes choses. Et donc, ça évite justement qu'il aille chercher ces informations à l'oral, sachant que du coup, il va forcément perdre de l'information, ça va pas être très précis. Et à la fois pour les archers, le coach peut les guider, c'est-à-dire les aider à leur envoyer des exercices via l'application, bientôt pouvoir programmer un peu leur session. Et puis, ça ne change pas que un coach est toujours là aussi pour nous aider techniquement sur la préparation, etc. Et tout ça, c'est des choses qui ne pourront pas être remplacées en fait. Enfin, c'est en tout cas ma conviction. Donc pour moi, c'est vraiment l'inverse. C'est vraiment une aide plutôt qu'une entrave. Du coup, moi, je vais enchaîner sur ça. Je suis plutôt d'accord avec Anatole sur le fait que l'analyse des statistiques est intéressante parce que même si moi, je vais quand même chercher à l'oral des informations, je les couple en fait avec ce que je vois écrit sur les analyses pour voir comment l'archer lui a réagi, a compris la chose et ressortir ce qui lui a permis d'être peut-être plus performant, moins performant et du coup faire avancer le travail. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant. Moi j'aime bien parce que, alors j'en suis pas 50 des archers, j'en suis un seul.
J'expliquerai pourquoi après. J'aime bien parce que du coup, même quand je suis pas présente à l'entraînement, en fait, j'ai la capacité à voir ce qui se passe, à pouvoir avoir le résultat presque instantanément, et du coup pouvoir interagir tout de suite en disant peut-être que ça peut être mieux de faire ça, peut-être qu'il faut que tu te remettes sur ce que tu as à faire, et du coup ça me permet de vraiment avoir l'impression d'être présente à l'entraînement même quand je suis pas là. Après, pourquoi j'en suis qu'un? Parce que pour le moment, j'en suis un en fait un de ceux que j'ai qui a le plus haut niveau, et ça me rend beaucoup de temps. Ça me demande du temps d'analyse, ça me demande du temps sur le téléphone, en plus de toutes les autres activités. Et comme je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je vais jusqu'au bout de ce que j'ai à faire. Et du coup, ouais, je passe beaucoup de temps à faire les choses. Et en fait, j'arrive pas et je ne veux pas tomber dans le je suis tout le monde, parce que je sais que les archers après derrière vont être en demande et en attente, et c'est normal. Mais je serais pas capable, moi, de répondre à toutes les demandes et toutes les attentes parce que j'ai beaucoup de boulot à côté. Et j'aurais pas la capacité de le faire, et du coup je serais frustrée. Mais pour le coup, celui que je le suis à 200%, et je trouve quand même l'application plus une aide qu'une contrainte ou autre chose. Après, j'ose espérer qu'effectivement l'application ne remplacera pas l'entraîneur, parce qu'il y a des choses qu'elle fait pas, comme donner les consignes techniques, par exemple. Elle ne sert pas le café non plus encore, donc Mais l'humain a là, encore sa place. normalement. Alors Les moi coachs, mon ils servent le entraîneur café? ouais, moi mon entraîneur sert pas le café, hein. Ouais, Mais, c'est pour dire qu'il y a des choses que les applications ne feront jamais, quoi. Mais après, c'est chouette, c'est une application qui est chouette. Après, je me pose encore la question en tant qu'entraîneur, par exemple, de suivre un archer qui va être plutôt loisir, ou qui va être, tu vois, en découverte des compétitions. Je me pose encore la question de ce que je peux lui apporter par l'intermédiaire de l'application, et c'est pour ça que je me lance pas là-dedans pour le moment, parce que j'en ai pas le temps, et parce que voilà, je me projette pas encore suffisamment là-dessus. Mais en tout cas, sur celui que je suis, ouais, je suis régulièrement à observer, à regarder, à analyser, à décortiquer ce qu'il Ok, fait. ouais, je comprends ton point de vue. C'est vrai que si tu rentres vraiment dans l'analyse très détaillée, de vraiment essayer de comprendre ce qu'il fait, bah, du coup, c'est une aide parce que ça te met cette info à disposition. Maintenant, je Mm. comprends que ça te prenne du temps. Ouais. Après, on n'est pas obligé d'aller non plus dans l'analyse complète de ce que Non, font les archers. Euh, Par exemple, je sais ce qu'on fait pas mal à Saint-Avertin, c'est quand il y a des groupes de débutants ou de jeunes, par exemple, bah, c'est d'envoyer un exercice. De se ouais. dire, par exemple, le coach programme, donc il peut sélectionner son exercice, sélectionner une dizaine d'archers, et donc ils reçoivent tous la notification sur leur téléphone. Ils peuvent rentrer leurs flèches, ça fait un classement en temps réel. Et donc ça, c'est pas vraiment de l'analyse, si tu veux, mais c'est plus un outil d'accompagnement dans l'entraînement qui Oui, demande pas du tout de temps à l'entraîneur, mais qui aide à apporter un petit côté un peu ludique, ouais, de voir ce classement, d'essayer de se dépasser, etc. ouais, Voilà. après, pour le coup, ça peut être intéressant. Il faut s'assurer que tous les archers en question aient l'application, mais ça peut être effectivement quelque chose d'intéressant. Après, moi, j'ai juste une question, parce que j'ai un archer qui m'a posé la question il y a pas longtemps, là, qui voulait mon code d'entraîneur. Et en fait, celui que je suis, quand il m'a demandé d'être son entraîneur, j'ai pas eu besoin de lui fournir un code, alors que maintenant, apparemment, il faut fournir un code. Ah non, c'est pas du tout obligatoire, c'est toi, en fait, tu peux l'inviter. Donc soit tu lui envoies une notification sur l'application, il a juste à Ouais. l'accepter. Soit tu peux lui envoyer un lien. Et alors le problème avec les liens, c'est que, bah, des fois, pour des raisons un peu obscures, bah, ça fonctionne pas. Et si Mhm. jamais ça fonctionne pas, tu peux utiliser le code entraîneur, mais c'est pas du tout obligatoire. Le plus simple, D'accord, ça reste de l'inviter toi sur l'application. d'accord, ok. Je pourrais lui dire, du coup. Merci. Est-ce que du coup il est prévu, parce que je savais pas que l'entraîneur pouvait pinguer les archers par exemple en leur envoyant des exercices. Est-ce Mhm. qu'il est prévu en développement peut-être de cette partie-là, que le coach puisse créer dans sa partie des groupes d'archers, comme il a le groupe du mercredi soir de Saint-Bouzoir-le-Haut, et le groupe du jeudi, et de créer des groupes d'entraînement comme ça, où il peut préparer justement des séances un peu, ou genre s'il est absent, hop, vous téléchargez tous l'application, vous inscrivez, et comme ça, si jamais je suis absent, je vous envoie tous le. Vous Bah, avez tout beaucoup. à fait, ouais, c'est possible. D'accord, ok. Tu peux alors plutôt sur le site pour le coup, le D'accord. catalogue coach web. Là, tu peux sélectionner tous tes archers et créer tes groupes comme tu veux. D'accord, ok. Et après, par exemple, tu peux leur envoyer l'exercice, ils recevront la notification.
même si c'est pas pour le jour même, ils pourront le faire dans un prochain jour. Et tu D'accord, peux ok. leur envoyer aussi le message à tout le groupe pour dire, bah voilà, mercredi, vous faites cet exercice, même si je suis pas là, par exemple. D'accord, ok. Ok, ok. Du coup, on l'a dit, c'est une application qui propose quand même vachement de trucs nouveaux et assez innovants que ne proposaient justement pas les autres applications qui existaient déjà. On l'a dit un petit peu, le lien avec les informations de la FFTA, on rentre son numéro de licence, on a accès à un récap qui date de je sais pas combien d'années, de toutes du nombre de compétitions, du nombre de flèches qu'on a tirées en compétition depuis notre première licence. On a accès au classement en direct, national, régional, local, de son club aussi sur l'application. Il y a une gestion qui a apparu il y a pas très, très longtemps, si ma mémoire est bonne, justement de communauté avec des autres archers. On peut se suivre les uns les autres. On peut notamment faire des exercices les uns avec les autres, inviter un archer qui est à l'autre bout de la France pour faire un match en direct. Chacun rentre son score et ça se met en lien tout seul. Est-ce que, heu, on a le droit en avant-première d'avoir les prochaines fonctionnalités exceptionnelles de ton appli? Parce que c'est quand même vraiment chouette et c'est vraiment des trucs qui sont attendus, qui étaient demandés sur les autres applis qui fonctionnaient pas trop. Est-ce que, Mhm. est-ce qu'on a le droit de savoir un petit peu ce qui va nous arriver? Ah, la question. Alors, il y a quand même un gros truc qui est en train de se mettre en place là, sur l'application. C'est que le projet a été repéré par la World Archery. OK, Donc, on est en train de négocier. Pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on est en train de discuter sur un partenariat. Et donc, un partenariat avec la World Archery amènerait à plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Et puis là, pour le coup, d'avoir des coachs assez expérimentés quand même, qui pourraient participer pleinement au projet et par exemple construire ce serait un projet que j'aimerais bien beaucoup faire avec eux, c'est-à-dire, ça se fait en athlétisme par exemple. De dire, bah voilà, j'ai un marathon de prévu ou une course de prévu à telle date, je veux m'entraîner 3 fois par semaine, mon objectif sur la course c'est ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le faire? Et donc là, l'application sort un programme qui permet d'atteindre ces objectifs. Et dans le tir à l'arc, ça serait quelque chose qui serait assez génial, je trouve, qui serait un guide, hein, qui remplacerait pas du tout l'entraîneur, encore une fois, mais qui permettrait de structurer un peu la saison, de cadrer et d'aider l'archer à atteindre son pic de performance, à la fin. Ça serait un gros projet, mais qui serait vraiment, génial et très bénéfique au tir à l'arc. Puis après, il y a plein d'autres choses de prévues, bah, notamment, le fait de refaire une compétition qui est déjà présent aujourd'hui, mais où il y a peu de compétitions, disponibles sur CapTarget. Mais avec l'accès à l'API de World Archery, on pourrait, refaire toutes les coupes du monde, par exemple, comme si on y était. C'est-à-dire que je refais les qualifications, je m'intègre dedans, puis après je refais le tournoi de match et donc il y a plein de possibilités comme ça. C'est sympa ça. Un peu comme aux échecs, en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les mecs, ils refont, en fait, des parties qui ont déjà été faites par un autre grand maître. D'accord. Bah, je Pour connaissais pas. essayer de Ouais, ouais, comprendre la technique, le fonctionnement, etc. Bon, là, c'est autre chose, mais ouais, bah, complètement, ça doit y ressembler un peu, ouais. Mmh. Après, il y a aussi beaucoup de choses sur la version coach là qui vont arriver. Plus d'analyse des stats, essayer de mettre en avant vraiment les points forts, les points faibles, de pouvoir comparer les archers. Là-dessus, il y aura un gros travail. Et du coup, je me permets de reposer la question par rapport à ce que tu parlais avec le projet de la World Archery. Est-ce que tu n'as pas peur, justement, que cette histoire finalement, presque d'intelligence artificielle qui ferait la programmation en fonction de son objectif, ça viendrait pas manger le travail de l'entraîneur de l'archer? Parce que moi, quand je m'entraîne, mon entraîneur, il est sans arrêt en train de réajuster. Enfin, c'est ce qu'il me dit, hein. Elle est sans arrêt en train de réajuster, les exercices en fonction de ce que je dis, en fonction de ma forme, de ce que j'ai produit la séance d'avant et en fait, c'est sans arrêt c'est pas fixe, en fait, c'est pas fixé 6 mois à l'avance. Et bah, l'intérêt, ça serait justement que le coach ait un accès, là-dessus.
donc qui puisse modifier, réajuster complètement. Donc, ce serait en fait l'intelligence artificielle avec des très gros guillemets permettrait juste d'avoir une structure, une base qui pourrait être une grosse aide pour les archers qui n'ont pas d'entraîneur, parce qu'il y en a quand même aussi beaucoup. Oui. Mais par contre, le fait d'avoir un entraîneur, c'est-à-dire que lui, il va pouvoir interagir sur justement cette programmation, la changer, la modifier, l'adapter, avoir une vue sur ce qui a déjà été fait et sur est-ce que ça a été bien fait, est-ce que les objectifs ont été atteints, et puis du coup, la réajuster. Donc non, pour moi, c'est un outil en plus pour l'entraîneur, et ça vient vraiment pas manger son travail, parce que je pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être remplaçable vraiment. Ça peut un petit peu s'y substituer pour quelqu'un qui en aurait pas du tout, mais ça viendra jamais le remplacer. Moi, j'ai une question parce que, en tant que formatrice pour les entraîneurs, futurs entraîneurs bénévoles, en fait, régulièrement, quand ils viennent en formation, ils nous demandent un petit peu des recettes, avec des gros guillemets aussi, sur la planification, les exercices. J'ai un archer, il ressemble à ça, qu'est-ce que je dois lui faire faire? Et alors, on est contre l'idée de recette, mais au-delà de ça, c'est en fait, comme on leur répète régulièrement, c'est qu'en fait, on va s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous, et du coup, ce qui va fonctionner pour l'archer lambda, va peut-être pas l'archer A, pardon, va peut-être pas fonctionner pour l'archer B. Et en fait, je me pose la vraie question de savoir comment, à partir de ce que va rentrer l'archer dans ton application sur ses objectifs et le moment de la compétition, comment tu vas, par quelle recette tu vas sortir, tu vois, une planification. En fait, ça, c'est peut-être pas forcément le moment d'en parler là sur cette émission, mais ça pourrait être quelque chose que je trouverais intéressant de discuter avec toi pour essayer de comprendre un petit peu comment tu peux, les algorithmes, je sais pas si on appelle ça comme ça, qui vont faire que si tu veux aller à tel endroit, bah, tu vas mettre telle marche de telle manière en fait. C'est toute la difficulté aussi de la chose. C'est-à-dire qu'il faut proposer quelque chose, comme tu le disais, qui s'adapte assez à l'archer, à ses besoins, à ce que lui va rentrer. À la fois, on ne pourra jamais faire quelque chose d'aussi précis que ce que fait un entraîneur au cas par cas, mais je pense qu'on peut déjà s'approcher d'avoir une bonne base. Et donc là, ça va être un gros travail d'essayer de trouver le bon programme d'entraînement. Et donc, ça va être un travail collaboratif avec des coachs, effectivement. Non, ça peut être, enfin, si un jour tu es disponible et quand on arrivera à ce projet-là, moi je serais intéressée pour en discuter avec toi quand même. Bah, écoute, avec plaisir. Toi, tu veux la recette, toi? Non, je veux savoir comment on sort la recette, parce que là, tu vois, j'ai réfléchi. Et quand on a commencé à travailler ensemble, quand on a commencé à travailler ensemble, en fait, je te voyais très peu. Et comme je te l'ai souvent dit, moi, j'ai besoin de voir ce qui se passe sur le pas de tir. À partir de là, je vais réajuster des choses, je vais réadapter ce que j'ai prévu. Et du coup, je trouve intéressant l'idée de dire, bon, bah voilà, l'objectif, c'est ça. Voilà la courbe, et voir comment après, nous, sur le terrain, on va pouvoir suivre cette courbe et la réadapter en fonction de ce qu'on observera vraiment sur le terrain. En fait. Et je vais pas dormir cette nuit parce que je vais pas arrêter d'y réfléchir. Je vais passer une sale semaine, je crois. Non, mais je trouve l'idée intéressante, mais elle me pose beaucoup de questions, et voilà. Mais c'est bien. Très bien. Eh ben, c'est bien de se poser des questions, mais maintenant, du coup, ça va être à toi d'y répondre, Stéphanie. C'est vrai. C'est ton tour. C'est l'heure de notre chronique coaching. Alors, du coup, ce soir, on va parler un petit peu de la préparation de la saison extérieure. On a fini la saison salle, là, il n'y a pas si longtemps que ça, avec le championnat de France. Donc, on va commencer à préparer l'extérieur. La plupart des clubs ne sont pas encore sortis et ne vont pas sortir avant le changement d'heure parce que les créneaux restent tardifs et il n'y a pas forcément de luminosité sur le terrain. Donc, en fait, je vais essayer de vous aider à préparer votre saison extérieure. Vous aider, c'est un bien grand mot, mais vous orienter sur la préparation de la saison extérieure en restant en salle. Alors, dans un premier temps, avant de me lancer dans quelque explication que ce soit, je voudrais juste rappeler que ce que je vais dire ce soir, c'est encore une fois, ça va s'adapter au niveau de l'archer, ça va s'adapter à s'il est entraîné par un bénévole, par un professionnel, s'il n'est pas entraîné du tout. Et en fonction de comment il réagit, si c'est son début de saison extérieure, si c'est ses premières années de saison extérieure, s'il est archer confirmé, donc il faut pondérer un petit peu tout ça et s'adapter en fonction de ce que vous avez sur le terrain.
Du coup, comment on prépare la saison salle, comment un entraîneur va préparer la saison salle, la saison extérieure en salle? Déjà, c'est une période qui est propice à l'optimisation technique. C'est une période que l'entraîneur va utiliser en fait pour réoptimiser des choses qui auraient pu se dégrader techniques, qui auraient pu se dégrader pendant la saison salle. À la fin de la saison salle, on fait beaucoup de recherche de pairs, surtout pour ceux qui vont au championnat de France. Donc, on est quand même confronté beaucoup au blason qui va dégrader des choses. Donc, on va réoptimiser un petit peu tous ces points techniques. Donc, on va se remettre à faire un petit peu de travail technique à courte distance, longue distance, moyenne distance et beaucoup de paille pour mettre ça en place. Et on va servir aussi de cette phase-là pour faire du renforcement physique et pouvoir préparer justement l'adaptation du matériel pour l'extérieur. Globalement, c'est une semaine qui va durer en fonction des gens, s'ils ont participé ou non au championnat de France, entre 3 semaines, 1 mois et demi, avant le week-end du changement d'heure. Donc ça laisse du temps pour mettre en place pas mal de choses. Et du coup, au niveau technique, comme je le disais, on va chercher à optimiser les points techniques qui auraient pu se dégrader. On va faire attention en fonction du niveau des archers. Si on est sur des archers plutôt confirmés, performants, on va optimiser les choses. On a mis en place des choses au début de la saison salle. On a commencé à valider pendant la saison salle pour arriver à l'objectif final. Et après, on va continuer à les optimiser pour pouvoir les mettre en place aussi à l'extérieur. Donc, il n'y a pas de changement. Il y a juste une amélioration, et on va peaufiner un petit peu ces points-là. Ce qui peut être un peu différent pour des archers débutants ou qui vont commencer à sortir, où là, par contre, on va mettre en place des points techniques puisqu'on va leur apprendre à tirer aux longues distances, donc à s'adapter aux angles, à s'adapter au temps, parce que s'adapter au temps, c'est aussi être un peu plus gainé, c'est aussi être un peu plus engagé, changer de rythme de tir, des fois en fonction du vent ou de la météo. Donc en fonction des archers, où on optimise, où on change les points techniques. Les principaux points qu'on va optimiser ou changer, ça va être la notion d'épaule basse et relâchée, pour chercher à obtenir un bon profil et pouvoir optimiser l'amplitude. La hauteur de la tête, qui va changer en fonction de l'angle de tir, parce que je rappelle que le fait que l'archer se penche, c'est vrai pour les archers fieldistes, donc les archers de parcours. Pour les archers qui vont rester sur du tir sur terrain plat, on va pas chercher en fait à changer l'angle. Ça c'est mon archer de profil. On va pas chercher à changer l'angle de l'archer, mais en fait on va plutôt chercher à changer la hauteur du bras, d'accord, par rapport à l'angle du viseur. Et donc il faut adapter la hauteur de la tête par rapport aux distances du tirer. Ça, il y a beaucoup d'archers qui oublient de le faire et qui se retrouvent avec des problèmes au niveau des cervicales à la fin de l'entraînement parce qu'ils ont tendance en fait à appuyer sur le menton. Donc ça c'est quelque chose d'important à faire. Et tout ça, ça va nous aider à chercher la notion d'axe par rapport à la distance. Et une autre chose qui est importante, ça va être le décalage du clicker. Puisqu'on ne change plus l'axe du haut du corps, on perd légèrement en allonge quand on passe à l'extérieur en fonction des distances, puisque la main, on voit pas très bien sur l'écran, mais la main qui tient l'arc, en fait, va être un tout petit peu plus haute. Donc ça fait perdre en allonge. Il ne faut pas hésiter à décaler son clicker aussi quand on passe à l'extérieur. Plus ou moins 2-3 mm en fonction des archers. Ça, c'est tout le point technique. Après, on va passer aussi à la notion de préparation physique. Donc la préparation physique, alors non, je reviens tout doucement sur le point technique puisque j'ai oublié un point. Important, si vous êtes en salle, vous allez commencer à préparer le recul jusqu'à 40 mètres quand vous avez la chance d'être sur une grande salle. Donc pour pouvoir avoir différentes distances avec des repères pour pouvoir après à l'extérieur les continuer. Pareil, 2 possibilités. Archer débutant qui va sortir ou qui sort depuis peu à l'extérieur. On va avoir tendance à privilégier des entraînements à 40 mètres si on peut, 30-40 mètres, pour justement pouvoir travailler cet angle et pouvoir l'optimiser avant la sortie à l'extérieur. En revanche, pour des archers confirmés, qui vont tirer par exemple à 70 mètres et qui font régulièrement du championnat de France et qui sont performants, moi j'aurais tendance à préconiser du tir à 5 mètres. Justement, 5 mètres en visant le haut de la cible pour vraiment chercher à simuler l'angle de l'extérieur, pouvoir renforcer cette notion d'épaule basse, de gainage au niveau de la ceinture abdominale, de contraction du carré des lombes sur le côté, et pouvoir faire en sorte d'optimiser le bloc avant et la solidité du bloc avant de sortir. Donc pareil, 2 possibilités en fonction du niveau que vous avez.
Le tir à 5 mètres, il va aussi nous aider. La libération n'était pas optimum, Mathieu. J'ai pas libéré. C'est juste la position. Okay. Le tir à 5 mètres, du coup, on va migrer vers la préparation physique. Et le tir à 5 mètres va aussi aider les archers à faire un petit peu de préparation physique pour passer à l'extérieur. Puisque 5 mètres égale du volume, on va tirer beaucoup de flèches en peu de temps. On va mettre peu de temps pour aller les chercher. Donc ça va permettre de nous faire du volume. Pour faire un petit peu de physique, on va aussi pouvoir faire des temps de tenue. On va aussi travailler sur l'augmentation de la puissance de l'arc avec des élastiques supplémentaires et pourquoi pas le poids de l'arc avec des masses, puisque souvent c'est la période où on va chercher en fait à réadapter le matériel des archers. Certains n'ont pas suffisamment de puissance pour atteindre la distance à l'extérieur, donc on va d'abord les renforcer eux avant de changer la puissance de leur arc. Donc tout ça, c'est le moment de le faire en fait pour qu'en arrivant à l'extérieur, on soit déjà prêt, qu'il n'y ait plus ça à faire et qu'on n'ait plus qu'à chercher à optimiser les points techniques. Du coup, je migre sur la notion matérielle. L'anticipation du changement matériel ou de l'augmentation de la puissance, elle est importante parce que quand on passe à l'extérieur, on a beaucoup de choses à gérer. L'angle, le maintien jusqu'à ce que la flèche arrive dans la cible, les gestions de conditions atmosphériques, les vêtements, tout ça c'est des choses, ça perturbe les archers et autant avoir du temps pour travailler ça avec eux plutôt que le changement de l'arc. Donc ça c'est bien de le faire en amont. Et important, avant de sortir, l'entraîneur, si vous en avez un, la personne qui gère le matériel dans le club si vous en avez un, c'est important qu'il vérifie le réglage de votre arc et notamment la verticalité de la réglette du viseur. Très souvent, on n'y fait pas gaffe et si la réglette du viseur n'est pas droite, quand on va commencer à reculer, on va prendre en latéral et c'est juste à cause de la réglette qui n'est pas réglée. Je suis tombée sur le cas il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pour ça que je refais un petit point dessus. Donc attention à revérifier le réglage de l'arc, même s'il a été vérifié en début de saison sale. On refait un point dessus en début de saison extérieure pour être sûr. L'archer est rassuré, on passe à l'extérieur et on vérifie bien la réglette. Donc ça, c'était comment se préparer. Et après, comment vont se passer les premiers entraînements à l'extérieur. Déjà, ils vont bien se passer parce que c'est chouette le tir à l'extérieur. Mais c'est surtout des entraînements qui vont être principalement sur paille et sur visuel. Alors le visuel, moi je préconise toujours une zone élargie sur les premiers entraînements. Donc si vous aviez une zone de réussite au 8 avant, vous prenez une zone de réussite au 7, puisque c'est les premiers entraînements. Donc on n'est pas sur de la recherche de perf, mais vraiment sur de la gestion coordination, travail de l'angle par rapport à la distance. Et puis ça va être des entraînements où on va chercher à faire beaucoup de répétitions, parce que pour beaucoup d'archers, le passage de 18 à 50, 60, 70 ou moins va créer ce changement d'angle qui va avoir tendance à les perturber. Donc là, on va être sur de la répétition. Après, attention à pour conclure, attention à cette saison qui est un petit peu particulière. Elles sont déjà relativement courtes, les saisons. Cette année, étant donné qu'on est sur une année olympique, tout a été décalé de 15 jours. Donc tout va commencer beaucoup plus vite et tout va se passer beaucoup plus vite. Donc adaptez-vous à cette saison sans pour autant bâcler la préparation. Mais par contre, la préparation va être plus rapide que d'habitude. Et c'est le moment pour moi, entraîneur, je trouve que c'est le moment de rajouter des entraînements. Alors s'ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas encadrés, mais au moins en tir libre. Parce que l'inertie qu'on gagne en allant chercher les flèches à 70 mètres, revenir de 70 mètres en papotant, on perd beaucoup de volume, on tire très peu de flèches sur des séances de 2 heures. Donc c'est là où je préconise à mes archers d'aller s'entraîner plus. En journée s'ils le peuvent, le week-end quand il fait beau, même si je ne suis pas là. Mais en tout cas, il faut tirer un maximum de flèches. Si avec ça, tout le monde n'est pas champion de France cet été, je comprends plus rien. Après, encore une fois, je pondère, c'est que 10 minutes. Je pourrais en dire tellement plus pendant tellement bien plus longtemps. Mais j'ai essayé de faire pour des archers qui vont découvrir l'extérieur, des archers qui ont l'habitude. En fait, souvent, ce passage-là, il n'est pas très agréable parce qu'ils se disent tant que je ne suis pas à l'extérieur, je ne peux pas préparer à l'extérieur. Mais en fait, si. Bien sûr que si. Mais je ne suis pas parole d'évangile, donc après c'est adaptable en fonction de chacun. Mais vous pouvez vous inscrire au stage que Stéphanie organise.
Et pour régler votre arc, vous appelez Nico. Un petit combo et c'est parti. C'est ça. Vous avez des questions ou non? C'est bon, tout est ok. Bah non, c'est hyper complet. C'est vrai qu'on a beaucoup il y a beaucoup d'archers qui n'ont fait juste pas d'entraîneur professionnel. J'entends, il y a beaucoup de bénévoles dans les clubs, on les remercie jamais assez, qui donnent du temps pour encadrer, pour aider, même s'ils sont pas formés, même s'ils sont pas désignés, les anciens qui donnent des coups de main aux plus jeunes dans le milieu du tir à l'arc. Donc c'est toujours des petits tips pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des entraîneurs professionnels diplômés. Ils sont nombreux, on les embrasse. Et Et plein de bisous. oui, c'est pareil, non? Oui. Et embrasser, c'est... Je préfère des bisous. Il y a accolade, il y a la notion d'accolade. C'est ça. Très bien. C'est l'heure de passer, de parler un petit peu actualité. C'est l'heure du quiz news. Alors, est-ce que chacun a préparé sa petite question? Non. C'est pas grave, Anatole, on t'en veut pas, t'as le droit. Gentil. Tu auras un mot dans le carnet, mais attention. Ça ne se reproduise pas. Oui, messieurs. Qui a envie de commencer? Stéphanie, Mathieu? Mathieu, Stéphanie? Stéphanie. Alors, ah, elle a disait non. Bon, c'est toi qui as dit. C'est pas beau la délation. Mathieu, tu commences. Ok. Ben voilà, je suis pas prêt parce que... Alors, je vais poser ma question le temps que mes deux compères retrouvent chacun leur question. En fait, c'est pas que je la retrouve pas, c'est je veux voir vos questions avant parce que du coup, vu que vous m'en avez spolié une. Ah, déjà, mince. Oui, parce que c'est arrivé sur une émission précédente, en fait, qu'avec Mathieu, on pose la même question. Ah non, Presque. une question sur le même sujet. Sur le même sujet, c'était presque la même question. Je vais poser ma question. Alors, au mois de mars, il y a eu plusieurs championnats internationaux et dans différentes disciplines. Il y a eu un championnat du monde militaire, il y a eu un championnat d'Europe en salle et il y a eu un championnat handisport, on dit para maintenant, para-archerie. Est-ce que vous savez combien, sur la totalité de ces championnats, combien la France a rapporté de médailles? Alors, je vous fais des propositions. 2, 8, 12 ou 16? Ça fait beaucoup, 16. Ouais, mais les Français sont balèzes. Je dirais 8. J'ai dit Il y avait 2, il y avait des 2, Coréens. 8. Alors, dans le championnat d'Europe, probablement pas. Mais en championnat du monde militaire, c'est possible. 2, 8, 12 ou 16? Alors, Il y une a 8 réponse. pour moi. 12, 8. ouais, c'est vrai. 12, 8. 8. Et c'était 12. 12, on a remporté 6 médailles en championnat du monde militaire avec 3 argents et 3 bronzes. En sachant que dans le championnat militaire, il y a une partie de... Alors, c'est pas du para-archerie, mais il y a des catégories archers blessés, militaires blessés, et notamment des disciplines mixtes avec un archer valide et un archer blessé. On a 4 médailles en championnat d'Europe en salle et on a 2 médailles en championnat World Ranking para-archerie à Dubaï. Voilà, c'est 12 médailles récemment et c'est plutôt chouette pour la France. C'est toujours cool de ramener des médailles. Genre, avoir un chroniqueur qui ramène des médailles en France, c'est cool. Oui, bah voilà, c'était ça ma question, vous m'avez spolié en fait. Je pensais pas que tu allais le présenter comme ça et du coup, moi je voulais dire, mais qui est vice-champion de France C'est lui. C'est le Pouic Pouic qui est là-haut. Alors, qui pose sa question? Mathieu, il est prêt. Allez, Mathieu. Prêt. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, je suis passionné de Beursault, arbitre Beursault.
Et la qualification au championnat de France Beursault, elle a changé. Avant, elle était spécifique pour la Picardie et l'Île-de-France. Il y avait une méthode, et il y avait une autre méthode pour le reste de la France. Maintenant, toute la France a la même méthode. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être qualifié, en plus de faire son score? Est-ce qu'il faut faire un championnat et un tir du bouquet, 3 tirs qualificatifs et un championnat, un tir qualificatif et un bouquet, ou alors 3 tirs qualificatifs et un tir du bouquet? Alors, quand je dis tir qualificatif, c'est le tir du dimanche. C'est un concours. C'est un concours. Mais les 3 tirs qualificatifs, du coup, comme une Alors moi- compète normale. Alors moi, j'étais sûr d'avoir la réponse, mais du coup, elles sont pas dans tes propositions, alors ça m'embête. Ça va dire quoi? Alors pour moi, c'était, il fallait faire la qualification, le score qualificatif sur une compétition du dimanche, et soit le bouquet, soit un championnat. Moi, il me semblait que j'avais cru comprendre que c'était ça. Et du coup, j'ai pas gagné. C'est pour ça que je pose la question, parce que c'est pas clair. D'accord. Bah non, mais c'est Nico. Oui. Non, Ah bon alors c'est une règle de la Fédé qui est pas claire. C'est pas clair qui a fait la règle de la Fédé? Je comprends Non. plus rien. Moi, je dirais 3, la dernière proposition, là. 3 tirs qualificatifs et un tir du bouquet. Ouais, ça ressemblerait à ce qu'on a dans les autres disciplines, en fait, sans le bouquet. Hein. Je dirais un seul score qualificatif. Plus Et le un bouquet. tir du bouquet? Ou Ouais. un championnat? Dans le bouquet. Ok. Alors c'est Anatole qui a raison. C'est un tir qualificatif et un tir du bouquet. Et il faut que vous ayez fait votre score sur l'un ou l'autre. Voilà. D'accord, mais faut avoir participé aux deux. Oui. Deux. Oui. Alors sachant que comme la façon dont c'est tourné sur le site de la fédération, c'est marqué un championnat. Mais en fait, au mois d'avril, il y a un tir dominical, j'ai envie de dire, à Montmerle. J'y arbitre. Inscrivez-vous, vous me verrez. Vous pouvez faire votre tir qualificatif, même si c'est pas un championnat de l'A1. D'accord? J'ai pas compris ta remarque. Oui, mais moi non plus. Le texte exact, c'est il faut faire un tir de championnat et un tir du bouquet. Mhm. Sauf que bah, le tir que j'ai au mois d'avril est dans l'un, mais c'est pas un championnat. Ah, c'est une Ok. compète lambda. En fait, le terme championnat a été mal choisi. Vous pouvez tirer. Comment la compète, elle est. À quel moment la compète, elle a le terme de championnat? N'importe quelle compète du dimanche ou une spécifique? C'est ça. C'est ça. N'importe quelle compète du dimanche. Oui. Donc, En Beursault. oui, voilà. Mais donc, du coup, la compète que tu vas faire, elle est bien. C'est un championnat alors. C'est pas le championnat de l'Ain. Tu vois ce que je veux dire? En fait, sur les compétitions Beursault, Beursault, les championnats sont championnats que parce qu'elles ont son titre là. Mais la forme est exactement la même qu'une Mais ça, compétition Beursault standard. Ça, j'avais bien compris. Donc, ça veut dire que si la compète, elle n'est pas nominée championnat, tu peux faire ton score, mais il ne rentrera pas dans les sélects, c'est ça? Enfin, dans Si. le... Si, justement. Bah, sauf que c'est pas ce que dit la Fédé. Bah voilà. Ah, c'est ça le problème. D'accord, pardon. Je comprenais plus rien. Il faut participer au minimum à 2 compétitions qualificatives, dont obligatoirement une du bouquet provincial et une de type championnat. Oui. Sauf que le 4, 5 et 6 avril, ce n'est pas le championnat de l'Ain, c'est juste un concours dominical, mais vous pouvez faire le tir de qualif ce jour-là. Mais ça voudra dire qu'il faudra faire aussi un championnat et participer à un tir du bouquet. Bah Non. non, il n'a pas Tu l'air fais- de bon. Tu fais ton D'accord. score
le 5 avril Oui, à Montmerle. à C'est pas un Montmerle. championnat, c'est pas un tir du bouquet. Mais ça marche. Fais ce tir-là. Si tu fais Oui, ton score, comme tu es oui, senior 2, tu fais oui, 39 honneurs, tu fais ton tir de bouquet au mois oui, de juillet, et c'est après tu vas aux France, parce que tu as fait le strict nécessaire. oui, c'est ça. Si on peut faire la qualification sur un autre score, mais il faut participer à un tir du bouquet et participer à un championnat. Oui. Donc faut Mais c'est pas en fait, Montmerle, la boîte dans l'Ain, oui? n'est pas un championnat de l'Ain. Non? C'est ça. Voilà, OK. ne C'est pas pas très, tout très clair confondre. quand même. Eh, en Loire-Atlantique, à Donge, ils font un championnat départemental, parce qu'ils sont tout seuls, d'accord? Mmh. Comme ça, voilà. Mais dans l'Aisne, il y a des bouquets, j'ai envie de dire, tu tapes dans un arbre, il y en a 10 qui tombent. Non, c'est des pommes. Oui, non, mais tu tapes dans un village, tu as Un tir du bouquet? un jeu d'arc, donc en fait, des concours dominicales, tu en as à l'appel. D'accord, oui. Et sauf qu'ils appellent ça, la fédé, des championnats. D'accord, OK. Est-ce que D'accord. c'est plus clair? D'accord. Donc un concours dominical, c'est un concours type championnat. C'est ça, Même si ça s'appelle pas championnat. c'est ça. C'est un OK. c'est un concours de type championnat. Voilà. Ouais. D'accord, OK. Mais du coup, il faut forcément faire un tir du bouquet. Donc tous les gens qui sont loin un petit peu de la région parisienne et de la Picardie et du Nord, c'est compliqué parce que le bouquet, il y en a pas souvent Bah, dans les autres régions quand même. en fait, c'est ce que dit la fédération, c'est qu'ils vont ouvrir 30 jeux d'arc Boisé. à travers la France Mmh. pour faire des tirs du bouquet et que ça soit ouvert à un maximum de monde, D'accord. sans forcément faire des milliers de kilomètres. Ça va avec un projet de développement des infrastructures, Beursault pour, Voilà. développer cette, d'accord, OK. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui font du Beursault. Mais c'est une bonne nouvelle pour l'écologie aussi, on fait moins de kilomètres. C'est vrai, Oui, aussi. mais il y a plus de gens qui vont en faire par contre. Ah bah oui, parce que c'est plus facile. Oui. On n'a pas à aller au bouquet provincial comme il fallait à une époque. Tu as déjà fait du Beursault, non pas du tout, Anatole? Jamais. Il y a tu sais pas s'il y a des jeux d'arc, dans le coin de Tours? Si, il doit y en avoir parce qu'il y a un club qui en fait pas mal, donc j'imagine qu'il doit y en avoir. Ouais. Et intégré à Cap Target? Il y a le tir Beursault sur Cap Target, oui. Bah voilà. On avait reçu, je crois que c'est la saison précédente, une présidente d'une, compagnie, Christine Talon, Oui, de la compagnie d'arc de Pusignan pour présenter un peu le tir Beursault et la différence entre une compagnie et un club, qui ont pas tout à fait le même, fonctionnement, voilà. Elle était capitaine, enfin elle est toujours capitaine capitaine du de... la compagnie d'arc de Pusignan. Voilà. Et elle est en plus capitaine de la ronde Rhône-Alpes, en Je plus. t'invite à aller regarder, cette émission, cet épisode pour savoir ce que c'est qu'une ronde, ce que c'est un capitaine, le rôle du capitaine et ce que c'est qu'une compagnie. Elle est comme Stéphanie, elle a plein de casquettes. Oui, c'est Bah vrai. tiens, pose ta question pour un champion avec ta casquette de, Ma question est relativement plus simple que la vôtre. Donc, le week-end dernier avait lieu le championnat de France salle. On a eu la catégorie élite et le championnat de France par catégorie. Est-ce que vous Lidl. savez? J'ai dit Lidl. Non. Est-ce que vous... Est-ce que vous savez quelle était la catégorie la plus représentée? Cratch. Élite, tu veux dire? Ouais. Non. Moi, je te parle du championnat de France catégorie. Les élites, pour une fois, on les met à part. Dans le Ok. championnat de France par catégorie, il y a plusieurs catégories. Bah, Les jeunes, les plutôt moins jeunes et les plutôt moins jeunes. Et puis d'autres. Est-ce que tu sais quelle était la catégorie la plus représentée? 2 classiques. Ouais, je dirais ça aussi. Ouais, aussi. Et ouais, les S2 classiques sont plus nombreux hommes, sont plus nombreux que les S2 classiques, que les S1 classiques hommes. J'ai trouvé ça quand même assez impressionnant. En fait, c'est à peu près normal. Les S1, ça commence à 21 ans, si ma mémoire est bonne. Donc c'est des gens qui ont leur bac, qui arrêtent le tir à l'arc pour les études. Mmh mh. Et les S2, c'est des gens qui ont plus de 40 ans.
Ouais, Donc on fait des enfants à un moment ou un autre dans la période 20-40. Et entre 40 et 50, reprennent le tir à l'arc parce que les enfants commencent à être indépendants. ouais, Et non, ils mais ont ça, un peu c'est plus de temps pour eux. qu'on avait en région depuis pas mal d'années et tout ça, mais le fait de voir la catégorie là sur le pas de tir et la quantité que ça représentait, je trouvais ça quand même assez chouette. Là, ce week-end, sur le pas de tir, il y avait 2 fois plus de cibles pour les S2 classiques que pour les S1 classiques. C'est du simple au double. Hein. C'était Oui, mais assez. ils sont plus nombreux. Bah, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une question subsidiaire? Est-ce que vous savez combien de médailles au total sont remises sur les championnats de France? Il doit y en avoir beaucoup. J'ai fait le calcul l'autre jour. Sur le championnat de France en salle? Ah, Stéphanie dort? Non, elle T'es répond. jeune, Je me concentre, je peux pas me concentrer là. Elle se Une concentre. trentaine. Chut. Adulte et jeune. Ouais, tout confondu. Une trentaine. Toi, lui aussi, il se concentre. Ah non, il y en a plus. S'il y a des jeunes, il y Je en a pense plus. qu'il y en a plus. Ouais. Ouais, s'il y a des 17, 18. Je dirais une quarantaine ou une cinquantaine. Ouais, je dirais vers les 50 aussi à peu près. 46. Merci. Vous êtes très très loin du compte. Il y a 36 champions de France. Ah ouais, donc beaucoup plus de médailles. Ça fait 118 médailles qui sont distribuées entre les catégories jeunes, classiques, poulies, les barbeaux, les hommes, les femmes, les championnats jeunes, le championnat par catégorie, le championnat élite. Il y a 36 champions de France et il y a 118 médailles qui sont distribuées sur un seul championnat. Championnat de France en salle. C'est fou, ça fait quand même beaucoup de métal à fondre. En fait, Champion de France, deux. quand même. De quoi? Championnat de France jeune et adulte. Ouais, mais. En fait, le championnat de France jeune, c'est un championnat de France par catégorie, mais juste jeune parce qu'on peut pas mettre tous au même endroit. Mais si les jeunes ils sont assez bons, ils vont aussi dans le élite. Et c'est juste pour différencier parce que sinon ça fait trop de monde. Contrairement à avant où les jeunes pouvaient participer aux jeunes et également au scratch, maintenant c'est plus possible. Ok. Très bien, c'était le petit quiz actualité. Mathieu, c'est à toi, un petit tour d'histoire. Alors, on reprend là où je vous ai laissé lors de l'épisode 2, 1992, la ville. Barcelone. Donc, le lieu, aujourd'hui, il n'existe plus. C'est le stade olympique. Il a été installé spécialement pour les Jeux de Barcelone. Symboliquement, il s'agit d'un archer qui a allumé la flamme olympique à Barcelone. On a fait une émission sur les photos de tir à l'arc et c'est Pierre qui nous a montré cette belle photo d'un archer qui tire pour allumer la flamme. C'est la deuxième médaille d'or pour l'équipe féminine coréenne. On en est à la troisième participation du japonais Yamamoto Hiroshi. Il est toujours avec son arc Yama. Et la première édition avec des duels, je vous avais expliqué la dernière fois. Là, on a des vrais duels à élimination directe. Et champion olympique, homme classique. Sébastien Flute. Voilà. Alors, il faut savoir qu'en fait, Sébastien Flute est le premier archer français après 72 à avoir gagné une médaille d'or. Mais en fait, elle a énormément fait parler parce que c'est la première médaille et c'est la première médaille d'or de tous les sportifs français de cette édition. Donc c'est lui qui a débloqué le compteur des médailles en fait pour la France. D'accord. Donc voilà, pour vous donner un petit peu une idée, 1329 points pour le premier archer lors des qualifs et 1375 points pour la première archère lors des qualifs sur 1444. Ah, je vous ai pas dit, c'est 1444 parce que c'est 36 flèches à chaque distance. Donc 30, 50, 70 et 90 pour les hommes. Qui a connu le 90 mètres ici? Ouais, je l'ai connu, mais j'en ai jamais fait en compète. C'est Moi, normal, je l'ai t'as pas le connu en septembre 2023. Oui, c'est vrai. Et les femmes, c'est 30, 50, 60 et 70.
les distances. Voilà. Pour vous donner un petit peu une idée, est-ce que vous savez, Sébastien Flûte, il gagne avec quel score? Aucune idée. 110 à 107. Mm. Donc c'est au cumul des points sur les flèches. Comme les matchs pour les poulies aujourd'hui sur les manches de Coupe du Monde. C'est ça. C'était pas encore un système de 7 comme aujourd'hui. 4 ans après, on traverse l'Atlantique. On arrive à Atlanta en 1996. Le Stone Mountain Park, pareil, ça a été démonté. C'est un parc. Si vous allez sur Google Maps, vous pouvez voir, vous visitez le parc. Bon, il n'y a plus les installations, hein, mais c'est Mohamed Ali qui allume la flamme olympique cette fois-là. Et le 27 juillet, il y a des terroristes qui font exploser une bombe dans le parc du centenaire olympique. Ils font 2 morts et 100 blessés. En 96, il y a 54 880 spectateurs et le tir à l'arc remporte les anneaux d'or olympiques du CIO pour la meilleure couverture sportive olympique. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. On retrouve notre japonais Yamamoto Hiroshi. On est à sa 4e participation. Alors, pour la première fois, il n'y a pas de cut. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un nombre d'archers. Alors, il n'y avait pas autant d'archers hommes que femmes depuis le début. Là, il y a 64 hommes, 64 femmes, et ils passent tous le cut. C'est-à-dire qu'en fait, vous venez et vous faites au moins un match, comme c'est encore aujourd'hui. Xème médaille pour l'équipe coréenne, féminine. De toute façon, elles vont toutes les faire hein, jusqu'au bout. Donc on verra si à Paris, statistiquement, si vous pouvez parier sur le tir à l'arc, parier sur les médailles pour les coréennes, vous gagnez. Statistiquement, hein, n'allez pas vous plaindre que vous avez perdu de l'argent si elles ne le font pas à Paris. On retrouve des archers chez les Français, j'ai oublié de dire. On retrouve Sébastien Flûte pour une 2e participation et Lionel Torres, que certains connaissent ici, qui entraîne aujourd'hui et tire beaucoup moins. 4 ans après, l'an 2000, premier Jeux Olympiques en Océanie. Le lieu de l'épreuve, c'est la Sydney International Archery Park. Ils se visitent toujours, ils font toujours des compètes, et vous pouvez même apprendre le tir à l'arc. Ils font des stages comme ça d'une semaine où vous venez et vous apprenez le tir à l'arc. Ce qui fait marquant, c'est Brigitte Fischer, avec 2 médailles d'or en canoë-kayak. Elle s'impose comme la première femme, tous sports confondus, à gagner 2 médailles d'or avec 20 ans d'écart. Le site de construction, là, je vous expliquais, là, le Sydney International Archery Park, il a été construit spécialement pour les JO. Il n'existait pas avant. L'Australien Simon Fairweather gagne une médaille d'or après 4 ans d'entraînement avec l'entraîneur coréen Isikli, lui qui a fait le livre dont on parle régulièrement, Total Archery. L'entraîneur de l'équipe des États-Unis. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Encore une équipe féminine de la Corée qui gagne. Le score 251 à 239. Et Elles ont bien gagné. elles ont bien gagné. Voilà. Et chez les hommes, 3e participation de Sébastien Flûte. On retrouve Jocelyn de Grandis, Lionel Torres chez les hommes. On connaît bien ici. Chez les femmes, on a Alexandra Fouas et Sylvie Pissy. Je ne sais pas si vous les connaissez. Oui, mais pas l'autre. Voilà. La suite au prochain numéro, où on parlera du tir à l'arc au XXIe siècle. Merci Mathieu. On arrive à la fin. Oui, on a une question, s'il vous plaît. La petite brune dans le fond de la salle, s'il vous plaît. Allez-y. Non, j'ai un scoop en fait que j'ai appris mercredi soir à la cérémonie des trophées des sports dans la région. En fait, la flamme olympique ne devait pas passer par notre région et finalement, elle sera présente dans le Rhône, à Neuville-sur-Saône, le 21 juin. Elle partira de la mairie et arrivera jusqu'à Sanofi. Et donc voilà, je trouve l'info plutôt sympa et n'hésitez pas à aller la voir passer sur le trajet. Ah, super bien. Vous m'y retrouverez, que je travaille chez Sanofi en ce moment et que
Bah, vu que je peux me garer facilement, j'irai la voir. Et vu que je ne travaille pas ce jour-là, Et bah, c'est une dame de Sanofi qui venait d'avoir l'information et qui nous a passé l'info et je trouvais ça chouette. À Voilà, noter dans les agendas, le 21 juin? c'est Juin. ça. donc pour les gens qui habitent Neuville, il n'y aura pas de marché. Le 21 juin est un vendredi. Et il n'y aura pas la fête de la musique non plus. Très bien. Pour Merci. la sécurité de la flamme, voilà. OK. D'autres infos? Non, Non? c'est tout. D'accord, je vends un lave-vaisselle, si jamais, Anatole, il va nous prendre pour des dingos, sérieux. Oui. Oui, enfin, nous, on s'est pas lancé dans la fabrication d'une application de tir à l'arc. C'est vrai. j'en connais un qui a failli. Et alors? C'est vrai? Oui. Et qu'est-ce J'expliquerai que t'en as en un off mes idées de l'époque. Ça marche. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Un petit mot pour finir? Un petit mot pour finir, téléchargez CapTarget, mettez 5 étoiles et un bon commentaire sur les stores et ce serait génial. C'est le minimum. C'est Mathieu? super. Abonnez-vous, mettez des étoiles sur Spotify et Apple Podcast, mettez un pouce bleu sur YouTube. Et on le rappelle, si vous n'aimez pas, vous cliquez 2 fois sur le pouce bleu pour qu'il devienne blanc, c'est pour vous dire que vous aimez pas. Voilà. Et mettez des commentaires, partagez. Franchement, c'est notre meilleure pub. Et mettez en commentaire des idées d'invités qu'on Oui, par pourrait exemple. inviter. Des idées de sujets dont vous aimeriez qu'on parle aussi. C'est ça. Même si Stéphanie dit que j'ai plein d'idées, il y a un moment, j'ai plus d'idées. J'en ai plein, si tu veux. Mais dans ma partie à moi, donc c'est un peu. Mais j'en trouverai Stéphanie, d'autres. Stéphanie, un petit mot pour finir? Oui. Déjà, n'hésitez pas à faire passer vos questions, notamment les gens qui n'ont pas d'entraîneur, si vous avez des questions, des besoins, des attentes. Continuez à nous regarder, parce que vous allez apprendre plein de choses. Et entraînez-vous, c'est important. Kiffez de tirer des flèches, téléchargez CapTarget et éclatez-vous sur les tas de tir. C'est ça. Moi, j'ai une Oui. question. Ouais. Est-ce qu'on pourrait créer une communauté sur CapTarget entre deux flèches? Alors moi, j'ai une autre question. Pour faire quoi? Pour tirer entre nous? Alors Ah, déjà, il faut vous créer là. Je répondrais bien quelque chose, mais tu couperas au montage, Nico? Faudrait que j'arrive à me connecter à CapTarget déjà. Ça marche pas. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir été là. C'était l'épisode 7 de la saison 3 d'Entre deux flèches. À bientôt!